Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal. Annoncer grand entretien. Bon, ben, commençons. Donc, bonjour tout le monde. On va entamer l'entretien. Donc, je remercie les personnes qui sont présentes. Puis, aujourd'hui, donc, c'est un grand entretien. Et c'est avec une grande figure de la littérature au Québec. Donc, nous avons la chance et l'honneur d'être avec Nicole Brossard. Donc, Nicole Brossard, je vais lire votre biographie pour si jamais les gens ne vous connaissent pas. Donc, vous êtes née à Montréal et vous avez publié une trentaine d'œuvres entre 1965 et aujourd'hui. Vous avez reçu de nombreuses distinctions au cours de votre carrière, dont le prix du gouverneur général à 2 reprises. Et vous avez travaillé autour de questions du féminisme, de la littérature. Vous avez publié des essais de poésie, des romans. Vous avez travaillé en cinéma. Donc, vous avez vraiment derrière vous une très grande et très longue œuvre. Et nous sommes aujourd'hui ensemble parce que vient d'être publiée aux éditions Boréal une anthologie de vos textes critiques, L'Entaille et la durée, qui couvre plus de 50 ans de travail critique. Puis moi, j'ai l'honneur de vous interviewer aujourd'hui parce qu'avec Karim Larose, c'est moi qui ai colligé les textes de cette anthologie, donc qui l'a dirigée. Donc, bonjour Nicole. Bonjour, et je vous en remercie aussi. d'avoir fait ce travail. C'est un petit travail. Donc, peut-être, avant de commencer, je voulais qu'on parle de cette anthologie parce qu'elle vient de sortir. C'est 50 ans de travail, puis peut-être une question un peu naïve, mais qu'est-ce que ça vous fait de voir 50 ans de travail, d'essais, de critiques réunis en un seul volume? Bien, je dois vous dire que j'ai été émue. Simplement de voir le livre, de relire un certain nombre de textes, de voir évoluer la jeune femme de 20 ans à travers les premiers textes jusqu'à 2019, de voir le parcours en connaissant un certain nombre de mes obsessions, bien sûr, la poésie, l'acte d'écriture, la conscience féminisme, l'amour des autres femmes, etc. Et un questionnement du sens constant qui traverse tout le livre. Au début, c'est la conscience féministe qui m'oblige à questionner le sens de la réalité, des mots, de leurs valeurs. Et plus récemment, ce sont les nouvelles technologies qui me forcent la réflexion aussi sur ce que ça signifie ou ce que ça signifiera dans les prochaines années que d'être un être humain. Oui, la question de l'humain est toujours présente pour vous. Puis, en fait, je me demandais aussi, parce que c'est ça, c'est des textes de 50, qui ont été écrits au travers de 50 années, donc qui ont été écrits dans différents endroits, hein, parfois dans des journaux grand public comme Le Devoir, parfois dans des petites revues aujourd'hui disparues, parfois dans des collectifs, dans des livres. Donc, ils viennent de plusieurs endroits, puis ce sont des textes qui ont été faits sous invitation. On vous invitait à ce moment-là à écrire sur tel ou tel sujet. Donc, je me demandais pour vous, c'était quoi écrire sous contrainte? Comment travailler avec la contrainte quand on est un tel esprit libre? Car vous êtes aussi un esprit très libre. Donc, comment conjuguer les deux?
Ben, je pense que ça n'a justement jamais été une contrainte, c'est-à-dire qu'on me disait tel numéro de revue est sur tel thème, nous vous invitons, et je disais oui ou je disais non, mais j'ai remarqué que j'avais toujours une curiosité, comme présentement je suis en train de terminer un court texte sur le thème du jardin. Mais déjà, chaque mot, j'essaie de déployer chaque mot, son impact symbolique, sémantique, son impact dans la réalité. Est-ce que c'est le vrai jardin ou est-ce que c'est le jardin paradisiaque ou l'Éden, etc. Et ça me fait déjà envisager, entrevoir le texte possible qui surgira. Donc, dans la contrainte, vous trouvez une certaine liberté à quelque part. Vous avez trouvé une liberté. Bien, la liberté, elle est là parce que c'est ma façon d'approcher les mots. Je ne crois jamais qu'un mot n'ait qu'un seul sens. Déjà, on peut les ouvrir, il y a 5 sens, 6 sens, peu importe. Et c'est ce plaisir d'écriture qui me rend curieuse aussi. Curieuse en relation avec la poésie, mais curieuse aussi, entre guillemets, philosophiquement. Puis quand vous écrivez ou vous écriviez un de ces textes-là, comment vous faisiez? C'était quoi votre manière de travailler ces textes essayistiques ou ces textes critiques? Ben, je pense que c'est des notes, toute une série de notes, un déploiement d'un certain nombre de ces mots, une association avec ce qui se passe d'une manière contemporaine dans la réalité. Et tout ça se met en œuvre pour faire palpiter, si je peux dire, les questions, un questionnement qui arrive inévitablement. Et je dirais que pour moi, ça se fait naturellement, mais je n'ai jamais la prétention non plus à chaque fois d'écrire un essai. Je cherche tout simplement à trouver un minimum de solutions à une énigme qui me donne envie d'elle. Mais c'est drôle, quand vous dites que vous écrivez une série de notes, on voit presque le poème, hein, parce qu'un poème, finalement, c'est des vers, c'est sur la page, on fait des retours à la ligne, souvent. Puis, on vous connaît aussi d'abord, ou peut-être principalement comme poète, parce que c'est dans le genre où vous avez publié le plus. Vous avez publié une trentaine de titres. Puis, comme je mentionnais aussi d'entrée de jeu, vous avez travaillé le roman avec Le désert mauve, mais c'est pourtant une collection de textes, justement, essayistiques et critiques qu'on publie aujourd'hui au Boréal. Puis, je me demandais comment se trame, comment s'organise la pensée poétique à l'intérieur de textes dits essayistiques ou critiques. Quelle serait la part du poème? Ou y a-t-il une part du poème? Ou est-ce que l'essai est toujours un poème? Mais je pense que le poème est toujours là en moi. Il y a certains thèmes qui me donnent un air d'aller vers le poème avec une énergie plus grande. Et c'est toujours associé aussi à l'énergie. À un moment donné, il y a un certain nombre de réflexions, de réponses qui surgissent, mais il y a toujours un élan qui déclenche un processus qui relève beaucoup plus du poème, c'est-à-dire, je dirais pas de l'élégie, mais disons, il y a un départ et à l'intérieur de cette écriture, je découvre moi-même des éléments parce qu'ils sont absolument pas prévus. Ils ont, en principe, rien à faire à ce moment-là. Et tout d'un coup, c'est eux qui déclenchent la continuité du texte. Et c'est presque... Je dirais, c'est presque naturel. Ce ne l'est pas, mais ce sont des mécanismes, et je pense qu'il y a des écrivains, ce sont des mécanismes, quand on est porteur d'un certain nombre de ces mécanismes-là, on les reproduit sans cesse, et parfois on intervient, on dévie, mais en général, on les reproduit. Pourquoi? Parce qu'ils nous donnent du plaisir, et on espère qu'ils en donnent tout autant aux lecteurs et lectrices, pas seulement le plaisir, mais des éléments de réflexion. En fait, j'ai envie, en vous écoutant, puis en ayant côtoyé vos textes et votre poésie depuis maintenant 15 ans ou 20 ans presque, j'ai envie de vous poser une question très, très simple qui est « Qu'est-ce que le poème, finalement? » Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question-là? Ou c'est une question trop audacieuse ou trop ridicule? C'est vrai que tout le monde aime bien avoir une formule, mais le poème, c'est toujours pour moi une façon de dire oui à la vie et de l'enlacer dans une certaine mesure. Je pense qu'on ne peut pas écrire, quel que soit le poème,
même s'il est sombre, on ne peut pas écrire de poésie s'il n'y a pas un acquiescement à la vie et inévitablement au plaisir de la langue aussi, au plaisir, aux erreurs, aux ambiguïtés de la langue en tant que telle. Et c'est de l'ordre du ce que j'appelle le corps et âme là, qui travaille à produire le poème. Et le poème ne vient pas non plus à n'importe quel moment. On ne sait jamais quand le poème va surgir. C'est un état d'esprit. Et on peut passer des semaines et même des mois à avoir un esprit plus logique ou plus pratique ou plus concret. Et à un moment donné, le poème revient parce que le poème, c'est aussi ce qui accompagne, qui est près du silence, d'un certain retour en soi, une certaine exploration même en soi avec son système de valeurs. Et donc, le poème, ça fait partie de mon amour de la vie, je crois. Bien, merci pour ça. C'est vraiment touchant comme réponse. Puis, vous venez de parler de retour sur soi. Et quand Karim et moi avons travaillé autour de l'anthologie, vous nous avez souvent parlé de surprises, en fait, parce qu'on revenait à des textes d'il y a 20, d'il y a 30 ans, d'il y a 40 ans. Puis, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur cette surprise de cette archéologie de soi, de ce retour sur soi, de retrouver des textes que vous aviez peut-être un peu oubliés, finalement? Mais, oui, j'avais sans doute oublié un certain nombre de textes, mais ce qui m'a frappé le plus, c'était de découvrir une jeune poète un peu arrogante qui voulait déterminer ce qu'est la modernité et qui, même parfois dans l'écriture, voulait, entre guillemets, donner des ordres de comportement à l'égard du poème. Et ça m'a beaucoup étonnée et en même temps, c'était important que ce soit là. Ça fait partie d'un des traitements de la réflexion qui est dans le livre, celui de l'écriture, mais celui de la question de la modernité qui va être rapidement remplacée par la conscience féministe et puis par la suite la question du sens aussi. Et oui, j'ai été étonnée surtout de rencontrer la jeune poète. Arrogante. Arrogante, oui. Puis, avec le temps, cette volonté de donner des ordres, c'est un peu en aller, quoi? Ben, c'est que y a un autre type d'écriture qui va suivre cette première période, et ça, c'est l'écriture de la conscience féministe qui va faire en sorte que quelque chose est cherché et recherché. Mais il faut trouver les mots, il faut les assembler de manière à ce que ça puisse faire sens dans un monde où une grande partie de la subjectivité provient de la subjectivité masculine. Alors là, il y a un combat de sens et il y a un désir inévitable de renouvellement du sens à partir du corps, de la réflexion, de la solidarité et plusieurs autres éléments. Et donc ça aussi, on le voit dans l'écriture, on voit des hésitations, des brouillages, etc. Et ça, c'est précieux. Et puis par la suite, quand il y a un certain nombre d'énoncés qui sont beaucoup plus clairs, beaucoup plus précis, c'est sur le monde contemporain dans lequel nous vivons et qui est presque un monde de fiction puisqu'on côtoie le vrai, le faux, maintenant de plus en plus sans trop s'en apercevoir, etc. Donc, c'est sans fin, cette question de la réalité, de la fiction, de l'imaginaire. Et j'ajouterais même du silence. Il en faut, puis on veut parfois être accompagné aussi d'un silence intérieur. Puis, vous venez de le mentionner, en fait, quand arrive la conscience féministe, environ au milieu des années 70, 74, 75, on voit vraiment un changement dans votre écriture, dans votre façon de conceptualiser le monde. Puis, c'est presque un choc, finalement, un choc esthétique, intellectuelle que c'est devenu au féminisme-là, auquel vous avez consacré finalement à la cause féministe, au mouvement féministe en littérature, une grande partie de votre vie. Donc peut-être, comment cela s'est inscrit au travers de votre écriture, de votre pensée, cet engagement féministe au moment où ça vous est venu? Bien, je pense que j'ai souvent dit que tout ce qui arrive au corps affecte notre façon de voir le monde et conséquemment notre écriture. La conscience féministe a suscité
une forte solidarité envers les autres femmes. Avant, moi, j'étais un poète révolutionnaire, donc inévitablement, j'étais du bon côté. Mais c'est cette nouvelle solidarité et l'amour lesbien aussi, qui a ouvert sur un autre vocabulaire, je dirais, qui a même arrondi un certain nombre de phrases qui étaient beaucoup plus fragmentées, en état de rupture, associées à la modernité. Et soudainement, il y a eu un lien qui s'est fait entre les mots à travers cette prise de conscience. Parce qu'on est habitué de départager l'intellect et l'émotionnel, mais j'ai toujours travaillé sur ce que j'appelle la pensée de l'émotion et l'émotion de la pensée. Je pense qu'on ne peut pas bien penser s'il n'y a pas un courant émotionnel qui traverse nos mots, nos gestes, etc. Et on ne peut pas non plus être une masse palpitante d'affection non plus. Oui, puis il y a certains textes de l'anthologie, je pense à E muet mutant, qui a été publié au milieu des années 70, où vous réfléchissez à des questions qui sont encore les nôtres aujourd'hui. Le E muet, c'est le E de la langue, c'est le E féminin, puis dès le titre, en fait, vous indiquez qu'on l'entend pas. On n'entend pas le féminin de la langue française fait disparaître le féminin de la langue. Puis ça, en 2023, j'allais dire 22, mais on est en 2023, c'est des questions qui nous travaillent aussi comme féministes en littérature, puis que vous ayez déjà réfléchi à ça il y a 30 ans, 35 ans, ça me paraît vraiment précieux, puis ça me paraît pas assez mis de l'avant, en fait, que cette pensée féministe-là, qui est la nôtre aujourd'hui, elle vient de personnes comme vous. Donc, oui? Bien, ça m'apparaissait essentiel. Enfin, on voyait bien que les femmes, on ne les voyait jamais justement dans la langue, puisque le muet était muet et il était invisible. Et donc, on ne peut pas on a besoin d'images de soi, de réflexion de soi pour avancer dans notre réflexion, justement, dans notre pensée. Et je me disais, mais c'est un pillage qu'on fait de notre potentiel. En fait, c'est presque lié même à un enfermement, une invisibilité, tout ce qui fait qu'une personne ne peut pas se déployer, quelles que soient ses capacités, ses moyens. Et j'ai toujours dit que je resterai féministe jusqu'à ce que chaque femme puisse utiliser son propre potentiel et le déployer en société. Oui, puis c'est vraiment frappant de lire vos premiers textes où vous vous décrivez comme un écrivain et évidemment pas comme une écrivaine, où vous nommez votre constellation intellectuelle qui est uniquement masculine. Puis à un moment donné, oups, ça change. Vous arrêtez de nommer ces constellations, ces figures d'intellectuels pour essayer de construire un nouveau monde finalement où la présence du féminin pourra être plus célébrée. Puis ça s'inscrit de différentes manières à l'intérieur de votre texte. Il y a vraiment ce changement qu'on perçoit vraiment, puis qui, pour moi, me donne envie de réfléchir au milieu intellectuel féministe qui semblait tellement bouillonnant à l'époque, non? Oui, il était extrêmement bouillonnant parce que, d'abord, les femmes mettaient leur propre vie sur la table et on regardait nos différentes vies et on constatait inévitablement qu'il y avait un système. C'était pas seulement des singularités, c'est un système qui avait conditionné les singularités que nous représentions. Et par la suite, il y a l'événement de la réflexion. C'est parce que dans le féminisme, il y a plusieurs étapes, je crois, qui peuvent être rassemblées, mais en général, il y a plusieurs étapes pour chaque personne, puis parfois pour la communauté en tant que telle. Je pense qu'il y a le féminisme corps et âme. Oui, je veux cette solidarité avec les autres femmes. Il y a ce que j'appellerais le féminisme théorique, c'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre comment fonctionne le patriarcat, qu'est-ce qu'il nous enlève, qu'est-ce qu'il empêche, à quoi il nous réduit. S'il y a besoin de cette réflexion théorique, il y a besoin aussi d'un féminisme politique, et quand je dis politique, ça veut dire prête à plusieurs combats et avec la dureté de ce que peut parfois représenter la vie politique. Et je dirais même qu'il y a peut-être aussi un féminisme administratif, c'est-à-dire de faire en sorte que les changements désirés puissent être exécutés dans ce que j'appelle
la ville, la police des hommes, la police au sens grec du mot, oui. Puis c'est intéressant parce qu'à l'intérieur de l'anthologie, on trouve des textes qui ont été publiés dans une revue qui s'appelait La Vie en rose, que vous avez participé à animer, ou est-ce qui était une revue beaucoup plus militante, beaucoup plus inscrite dans une vie matérielle, j'ai envie de dire. Puis on a des textes vraiment plus littéraires à propos du féminisme. Puis ma question, puis c'est une vraie question, c'est... Quelle est la place en littérature du féminisme? Parce que, comme vous avez dit, il y a plusieurs types de féminisme. Il y a un féminisme administratif, un féminisme légal. Mais quel serait le féminisme littéraire tel que vous l'aviez conceptualisé à l'époque, puis qui pourrait toujours exister aujourd'hui? Comment penser le féminisme en littérature, en fiction? Ben, je pense qu'il est en train de s'exprimer présentement avec, je dirais, la troisième génération. Il s'est exprimé différemment avec la première génération qui vraiment faisait de l'archéologie, qui essayait de tout comprendre. Et il est en train d'être, je crois, d'être vécu à travers certaines poètes, certaines auteurs contemporaines. Et que je dirais, que j'appellerais des femmes libres, c'est-à-dire qu'elles savent respirer dans la société et prendre l'espace nécessaire pour bien respirer et pour être elle-même, mais pas seulement singulière, mais en solidarité avec les autres femmes. Et cette solidarité, je crois, prépare un nouvel espace imaginaire, un nouvel espace de réalité aussi. Puis, vous en avez parlé, le féminisme comme respiration, je pense que c'est une phrase qu'on devrait conserver avec nous. Merci. Puis, un autre des mouvements de votre écriture qu'on retrouve dans l'anthologie, c'est l'arrivée au lesbianisme qui crée un choc dans votre écriture, un choc charnel, un choc de l'imagination. Puis peut-être j'aurais envie de vous entendre un peu là-dessus. Comment ça survient dans votre vie, puis comment ça imprègne votre écriture, le lesbianisme qui arrive dans votre vie, j'ai pas envie de dire tardivement, mais on voit vraiment les étapes aussi, comment elles s'inscrivent. Ben, c'est très intéressant parce que au moment où je deviens mère, c'est-à-dire comme la plupart de toutes les autres femmes, je deviens aussi lesbienne. Et alors, je deviens comme des femmes marginalisées dans la société. J'ai un espace de transgression puissant et j'ai potentiellement un espace de soumission. Et je fais un croisement des deux qui devient des propositions utopiques, mais que j'endosse entièrement parce qu'elles sont utopiques simplement au niveau de l'élan énergique qui permet de transformer parfois la langue, qui permet de transformer la discussion, la conversation sur la place publique. Alors pour moi, c'était... Et puis je me disais, et s'il y a des choses qui sont incompréhensibles à la féministe ou à la lesbienne, ben c'est la poète qui va trouver la solution. Et inévitablement, parce que la poète continue, elle, toujours d'être une grande joueuse. Elle est ludique aussi. Donc, pourquoi le lesbianisme serait une utopie? Parce que c'est ce que vous venez de dire, non? J'ai dit qu'il y avait la convergence d'une énergie qui a fait en sorte que j'avais pas à répondre à toutes les questions dans une certaine mesure. Il y avait une énergie utopique parce que, comme je dis tout le temps, il y a des lesbiennes comme ci ou comme ça et on peut dire ben elles sont toutes merveilleuses. On peut faire un certain nombre de projections. Et c'est avec ça qu'on travaille, dans le fond. C'est avec un certain nombre de projections positives. Les projections négatives, en général, devraient engendrer la révolution, un certain nombre de transgressions, qu'elles soient esthétiques ou sociologiques. Puis, il se trouve dans l'anthologie un texte assez peu usuel au sein de votre production, qui est une autobiographie, où vous parlez de vous. Ce qui n'est pas une chose que vous faites de façon si claire habituellement. Puis vous étiez un peu... vous questionnez, en fait, à l'idée de le placer à l'intérieur de l'anthologie, ce texte qu'on pourrait dire, oui, justement, autobiographique, où vous parlez de votre vie, de votre enfance, vraiment dans des termes biographiques. Donc, est-ce que vous étiez mal à l'aise de le placer? Comment vous sentiez de vous présenter comme ça?
J'ai déjà aussi écrit un texte qui s'intitulait Journal intime pour Radio-Canada. Donc, il n'était pas si intime que ça puisqu'il allait être diffusé. Et c'est un peu la même chose qui s'est produite avec ce texte-là qui était une réponse à une demande états-unienne sur des femmes écrivaines, féministes, etc. Et j'ai accepté parce que à chaque fois, c'est toujours un défi. Il y a la vie en moi, mais toutes les petites anecdotes de la vie ne m'intéressent pas sincèrement. Quand je raconte quelque chose sur moi, c'est parce que ça a une conséquence qui peut parfois s'appliquer à beaucoup d'autres personnes aussi. Et c'est là que je peux raconter, comme je viens de vous dire, mère lesbienne, je peux vous raconter parce qu'il y a un engagement qui va au-delà de ma personne, tout simplement. Et voilà. Puis, au fil de ces pages, on retrouve des phrases qui reviennent, comme des espèces de refrains. Littéralement, vous répétez souvent « le privé est politique », vous répétez souvent « je suis une femme et plein de conséquences », des phrases comme ça qui sont réinscrites et auxquelles vous réinjectez souvent un nouveau sens à chaque fois que vous l'utilisez. Puis, une de ces obsessions, peut-être, de la pensée, de l'écriture, c'est l'idée d'une écriture au présent. Comme par exemple, en 94, vous écrivez « Je suis une femme du présent qui oublie au fur et à mesure les détails pour ne retenir que l'essentiel de mes rapports aux autres. » Puis, je voulais vous demander, est-ce que vous êtes toujours une écrivaine du présent? Dans quel présent est-ce qu'on vit maintenant, s'il n'y a eu que du présent depuis 50 ans? Oui, je pense que je suis encore une écrivaine du présent. Et le présent, pour moi, c'était sans doute un moment zen, un moment de bien-être profond. Ça pouvait être marcher dans la nature. C'est un moment qui était porteur de tout ce qui est virtuel en nous et qui allait se transformer à travers le langage avec un poème, ou etc. Donc, mon présent était toujours positif. Et le présent d'aujourd'hui me semble être un présent éphémère qui est occupé à tourner en rond et à nous voler littéralement du temps. Tout le monde dit « je n'ai pas le temps va très vite », etc. Et c'est ce type de présent presque commercialisé, si je peux dire, qui fait que, c'est un peu plus... je ne peux pas nécessairement dire beaucoup d'éléments positifs sur ce présent. En tout cas, ce présent que vivent les citoyens et les citoyennes. Sans doute que le présent, pour ceux qui conçoivent ce statut dans la société, est autre, mais oui, c'est aujourd'hui un présent qui m'intéresse beaucoup moins et qui est peut-être même un présent répétitif et un présent de suiveux, si je peux dire, et non pas un présent de création. Puis le titre de l'anthologie fait peut-être un peu écho ou pas. Vous me direz à ce que vous venez de dire, l'entaille et la durée. Donc, c'est le titre de l'anthologie. Puis j'ai envie de vous demander qu'est-ce qui fait l'entaille et qu'est-ce qui fait la durée dans le temps ou dans la littérature? Pour moi, ce qui fait l'entaille, très jeune, lorsque je détectais du mensonge, je m'énervais beaucoup. Et sans doute que mon écriture a été souvent liée au mensonge, à la violence et à la domination de certains groupes dans la vie sociale. Ça, c'est vraiment l'entaille. C'est là que j'entaille. Là où je vois mensonge, où je vois violence, très certainement, et domination aussi. Pour ce qui est de la durée, ça fait partie de la conscience et peut-être de la lucidité que nous avons, du temps parcouru, du temps transformé aussi. Qu'est-ce que ça signifie être J'ai toujours voulu être une écrivaine contemporaine, mais qu'est-ce que ça veut dire être une contemporaine? Tout change constamment, mais est-ce que ça veut dire poser les bonnes questions et avoir une certaine présence d'esprit dans ses gestes et ses décisions aussi, peut-être.
Puis, ce qui me fascine chez vous, c'est votre curiosité, votre agilité d'esprit, votre ruse d'esprit, puis le fait que vous continuez toujours à vous poser des questions, finalement, puis à regarder le milieu où vous êtes. Je trouve ça d'une noblesse vraiment incroyable. Puis, qu'est-ce que vous souhaitez à partir de cette position-là à la littérature aujourd'hui, après 50 ans d'écriture? Oh, à la littérature de continuer d'exister, de transformer des vies, de renouveler des vies, de donner bien sûr du plaisir à la lecture et à l'écriture. Et la littérature, c'est fondamentalement un espace de liberté. Quand vous avez l'habitude de lire, vous savez lire, vous écrivez, c'est vraiment vivre, vous avez votre liberté. Et il pourra vous arriver sans doute des malheurs, mais vous serez... Je pense en tout cas que lorsqu'on lit de la littérature et qu'on pratique l'acte d'écriture en littérature, on travaille à sa liberté. Puis vous continuez à trouver cette même liberté à l'intérieur de l'écriture toujours? Eh bien, il y en a une partie qui me concerne et puis une partie qui est la littérature que je vais choisir de lire. Et je pense qu'elle ouvre toujours, pas toujours sans doute, mais elle ouvre, enfin, les bons textes ouvrent toujours un espace de liberté et de renouveau aussi de la réflexion. Parce que quand je dis réflexion, c'est pas nécessairement un acte intellectuel, c'est aussi un acte de plaisir, de renouveau, de changement. Donc, c'est le regard qui se transforme et se transformant, transforme aussi les objets, les idées, les visages qui sont là. Il nous reste, merci Nicole, puis il nous reste quelques minutes, puis c'est peut-être pas super usuel, mais j'avais envie de demander aux gens si vous aviez des questions, en fait, parce que c'est pas tous les jours qu'on a accès un petit peu comme ça à Nicole Brossard. Vous en avez une? Bonjour. J'ai une question. Par exemple, vous dites que vous êtes un poète, aimeriez être un poète contemporain, mais en même temps, vous êtes un poète du présent. Qu'est-ce que seraient les suggestions que vous les donneriez aux gens d'aujourd'hui dans le sens que les médias, les technologies de l'information changent toute l'approche au livre écrit? C'est ça. Merci. Beaucoup, merci à vous. Donc, Madame demandait, comme vous êtes une écrivaine du contemporain, du présent, selon vos propres mots, comment être, nous, les jeunes, des écrivains aussi contemporains du présent à un moment où les nouvelles technologies, les intelligences artificielles aussi, j'imagine, changent le rapport à l'écriture et à la littérature constamment, comme... Bien, je crois que c'est vous qui allez trouver la réponse. Moi, j'ai déjà une pratique. Non, mais c'est vrai, ce sont des habitudes avec le renouveau, mais ce sont quand même des habitudes intérieures. Et je ne peux pas trouver la réponse pour une génération. On peut penser, et même si je parle du temps et de l'espace, probablement que je le recadre dans une période d'histoire qui est la mienne et non pas nécessairement la vôtre. À quel moment commence cette histoire? Est-ce qu'elle commence il y a 20 ans? Et c'est ça la question. Et quels sont les éléments qui nourrissent votre regard sur la société, sur les autres, sur un certain nombre de valeurs. Et il n'y a que la génération qui peut le faire. Tout ce que nous, enfin les gens de ma génération et un peu plus jeunes quand même, c'est de laisser des traces, des pratiques qui déclencheront des processus de création chez les générations à venir. C'est ça. Merci. Une autre question peut-être avant qu'on se quitte? Oui? Oui, moi, je suis curieuse. Vous parlez beaucoup de l'espace et du temps. Et moi, dans ma propre pratique créative, je trouve que c'est dur des fois de trouver le temps d'écrire, d'être dans un esprit créatif. Puis j'étais curieuse, vous c'était quoi? Comment vous prenez le temps d'écrire? Puis c'est ça, un peu votre processus créatif. Vous ne partagez pas beaucoup l'intimité de vos moments, mais je trouvais ça intéressant d'avoir un petit
clin d'œil là-dessus. J'ai juste répété, j'ai l'impression que le son se perd quand on s'éloigne. Madame mentionnait que vous parliez de l'espace, du temps, puis c'est pas facile finalement, justement, dans un temps qui s'accélère comme le nôtre, de trouver le temps. Donc, elle était curieuse de votre rapport au temps dans l'atelier créatif, en fait. Comment vous avez trouvé le temps d'écrire toute votre vie, puis comment votre rapport au temps s'articule maintenant? Ben, sans doute que j'ai dû être privilégiée, mais c'est vrai que j'ai pu consacrer presque tout mon temps à l'écriture parce que j'ai organisé ma vie de manière à vivre en pensée, en lecture, en échange aussi. Mais je sais que le temps n'est pas le même pour tout le monde, mais si on veut garder du temps pour soi, on le peut. On garde du temps pour manger, pour se reposer. On peut aussi garder du temps pour l'écriture et pour soi, ne serait-ce qu'en marchant, voilà. Oui, la création peut venir aussi dans le mouvement, là, c'est vrai, oui. Peut-être une dernière question, s'il y en a une. Bien, je vous remercie d'avoir été là. Puis, on a parlé, en fait, d'une anthologie qui se trouve au Boréal. Donc, 50 ans d'écriture, l'entaille et la durée, si jamais ça vous intéresse. Merci. Bon salon. Merci, Chloé.